sur le 106.8. De retour sur Arabelle, on replonge dans l'édition de la rédaction pour accueillir cette fois notre partenaire du jour. Ce lundi, nous recevons Pax Christi, ou plutôt Bipax, puisque le nom a changé. Priscilla Kassongo est avec nous pour parler de l'intégration socioculturelle des migrants congolais à Bruxelles. Priscilla Kassongo, bonjour. Bonjour. Alors, une première question, si vous le voulez bien. Oui. Quand on parle d'intégration des migrants, on aborde souvent la question d'un point de vue professionnel, mais vous vous êtes intéressé à l'intégration socioculturelle. Pourquoi ? Justement parce que dans le cadre de mes recherches autour du sujet, justement, je me rendais compte qu'en Belgique, la question était vraiment abordée quasiment que du point de vue professionnel. Et j'étais intéressée de savoir s'il y avait quelque chose qui allait plus loin, qui allait vraiment au niveau de l'intégration de la personne dans la communauté avec ce qu'on pourrait appeler entre guillemets les autochtones ou les personnes d'autres cultures. Et c'est pour ça que je me suis dit, voilà, s'il faut aborder cette question sous un angle original, je vais aller sous cet angle-là, le social, le culturel, qui est un peu moins abordé en général. Alors, un mot tout de même à propos de cette intégration socio-professionnelle. Comment se déroule-t-elle en Belgique francophone ? Les Congolais arrivent-ils à s'intégrer dans le monde du travail comme un Belge lambda, disons ? Alors, ça, directement en rapport avec le livre, ça c'est une question que je n'ai pas directement abordée parce que justement le but était d'aborder l'intégration socio-professionnelle. Mais de ce que j'en sais, pour avoir justement discuté avec des collègues qui sont en cours de doctorat sur ce genre de questions, l'intégration elle est déjà difficile. Un constat qu'on pourra retrouver dans ce livre aussi, c'est de voir que le migrant congolais, et ça c'est connu, mais bon voilà, j'ai eu aussi à le voir dans le cadre de mes recherches, il est surdiplômé. Il arrive, il a déjà un certain niveau de diplomation, il doit s'adapter à un monde du travail qui brasse, on va dire, des réalités qu'on ne trouve pas forcément au Congo. Et donc, l'intégration professionnelle du migrant, du moins de première génération, elle n'est pas aisée à cause de ça, justement parce que, on se retrouve sur un monde du travail, dans un monde du travail où qu'il ne maîtrise pas, avec peut-être une diplomation un peu trop avancée par rapport à ce qu'on lui demande. Et donc, voilà. On va dire que de manière générale, c'est pas... Donc finalement, le fait d'être surdiplômé porte préjudice à cette diaspora congolaise qui arrive difficilement à s'intégrer dans le monde du travail en Belgique. C'est assez paradoxal. J'ai la sensation que le problème n'est pas tant le fait d'avoir énormément de diplômes, mais de pouvoir s'adapter au marché du travail, au milieu du travail. Je veux dire, il y a le simple fait le mode, on va dire, pour trouver un emploi au Congo n'est quand même pas le même en Belgique. On va peut-être passer plus par du bouche à oreille, par les connaissances, etc. Ici, on arrive dans quelque chose qui est peut-être un peu plus structuré, où on va demander des compétences qu'on ne trouve pas peut-être forcément là-bas. Et le fait d'arriver, de devoir s'accommoder à la fois à la culture, mais en plus à un marché du travail particulier, ça peut poser problème, on va dire. Alors, on l'a compris, votre travail s'intéresse quasi exclusivement à la diaspora congolaise, mais est-ce qu'on a des chiffres sur ce qu'elle représente en Belgique, notamment à Bruxelles ? On sait qu'il y a une part importante de belgo-congolais, on peut les appeler comme ça d'ailleurs. Quand j'ai cherché, en ce qui me concerne, quand j'ai cherché les chiffres justement sur la diaspora congolaise, j'en ai trouvé, mais j'étais, on va dire plus ou moins sceptique, parce que je dois aller chercher dans des travaux scientifiques de type thèse de doctorat ou des travaux de working papers pour avoir accès à des données spécifiques sur la diaspora congolaise. Et ce n'est pas toujours évident parce que c'est des fois plongé dans, dans le flot des étrangers en Belgique. Ce n'est pas spécialement sur la diaspora congolaise. Et une autre difficulté, c'est que, en tout cas en ce qui me concerne, je considère que la diaspora congolaise n'est pas seulement les migrants de première génération, mais peut-être aussi de deuxième, de troisième. Et ça, ce n'est pas spécifié dans les chiffres. Donc on va dire... On en a, on doit, je veux dire, pour faire une étude scientifique, on va devoir se contenter un tout petit peu de ce qu'on trouve et ce n'est pas toujours exact au centième près. Alors, Priscilla Kassongo, quelle a été la migration congolaise en Belgique, disons-le autrement ? On sait que les Turcs et les Marocains sont arrivés après l'accord bilatéral avec la Belgique pour travailler. Comment les Congolais sont, eux, arrivés en Belgique ? L'arrivée, donc, ça, on le trouve aussi dans la littérature et j'ai eu effectivement à le voir en faisant mes recherches. Elle se fait à travers des accords, mais pas, on va dire, effectivement, pour la migration marocaine, ce sont des accords assez clairement définis. La migration congolaise, les accords se sont faits entre universités ou avec des centres de formation professionnelle. Et donc, quand les migrants congolais sont arrivés, c'était plus pour ça.
pour des études. Et donc, la motivation est déjà beaucoup plus personnelle que globale, groupale, au niveau national. Ensuite, aussi, c'est une question que j'aborde, les logiques d'intégration se sont changées au fur et à mesure. Certains sont restés et chacun, en fait, pour une raison bien particulière et bien différente, ce qui fait justement la particularité de la migration congolaise, qui, comme je pense un bon nombre de migrations d'Afrique subsaharienne, est très, on va dire, éclectique. Chacun part un peu pour une raison particulière ou reste pour une raison particulière. Alors, je suppose qu'il y a eu également une migration liée à la décolonisation du Congo. On sait que la Belgique a une relation très particulière avec la RDC. Oui. Je vous avoue que personnellement, en ce qui me concerne, quand on parle de décolonisation, j'ai toujours l'impression qu'on va très, 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 très loin dans le passé et qu'on oublie qu'il y a un gros événement historique énorme qui a aussi fait en sorte, qui a fait largement en sorte que les Congolais se retrouvent en Belgique. C'est quand même le régime Mobutu. Et ça a été quand même une grosse vague. Quand on regarde un tout petit peu, on se rend compte que c'est quand même les années 90 qui ont amené le plus de migrants congolais. Et les années 90, c'est déjà plus la colonisation, c'est bel et bien Mobutu. Donc pour moi, c'est quand même un des gros événements historiques du Congo qui fait que on a. Mais c'est vrai que effectivement, le lien avec la Belgique a fait que ça a été une destination privilégiée, on va dire, pour les migrants congolais. Alors, dans vos travaux, on peut lire notamment que le processus migratoire est souvent difficile puisque les migrants doivent à la fois gérer le déracinement et l'accommodement du pays d'accueil. Comment ça se passe très concrètement pour la diaspora congolaise ? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de migrants congolais en Belgique. Donc, pour s'accommoder, ils vont passer, je l'étudie un tout petit peu dans le livre, par d'abord les réseaux familiaux, puis ils vont s'insérer davantage dans des réseaux plus d'amis. Ça va sortir un tout petit peu du cadre familial parce que voilà, les réalités ne sont pas toujours les mêmes. On est plus dans des communautés familiales au Congo et peut-être un peu moins ici, le rythme de la vie faisant que. Mais effectivement, il y a ça déjà qui se passe. Ça passe beaucoup par les réseaux, donc beaucoup par les associations. Comme je l'ai dit, il y a aussi la surdiplomation. Je l'ai vu dans mes recherches, il y a aussi une image de la Belgique qu'on n'a pas vraiment au départ, notamment parce que le contact entre ceux qui sont arrivés et ceux qui sont restés, non qu'il ne se fait pas, mais qu'il n'est pas forcément toujours honnête. Donc on ne va pas forcément rentrer pour dire c'est difficile de l'autre côté. Et donc quand on arrive, on a déjà une image biaisée. Et on va dire que ça, c'est pas toujours évident. Ça peut pousser au repli communautaire si on ne comprend pas très bien comment ça fonctionne. Alors, Priscilla Kassongo, vous avez évoqué la sociabilité des Congolais, de la vie associative. Les mouvements associatifs ont-ils également une implication politique avec le pays d'origine ? De prime abord, je dirais oui. L'implication politique, elle est là. De toute façon, l'actualité fait que, la situation actuelle du pays fait que. Par contre, encore une fois, ce n'est pas dans une logique communautaire. Je veux dire, je vais aller vers un organisateur d'activités associatives comme ceux que j'ai interrogés. Ben, oui, ils vont avoir un avis sur la politique au Congo, mais ça ne va pas forcément être la stratégie d'un parti politique au Congo qui dit, voilà, j'ai des associations XY en Belgique. C'est un peu moins ça. Ça rentre encore dans des logiques très personnelles, on va dire, un peu moins. Alors, quand on parle de la diaspora congolaise, on est en train de parler de l'implication politique. Est-ce qu'il y a aussi l'importation, entre guillemets, de ces guerres qui, entre les clans, vous avez évoqué l'actualité, il y a les pro-Tshisekedi, qui est décédé il y a quelques semaines, d'ailleurs, à Bruxelles, et les pro-Kabila. Dans les activités associatives, j'irais oui, effectivement, parce que de toute façon, les associations étant faites de telle sorte qu'en général, les responsables d'associations ont un poids très important sur ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas dans l'association. Effectivement, ça va déteindre ou avoir un impact. Je dirais plutôt oui. Mais c'est toujours pas dans une logique communautaire, mais vraiment très... Alors, une des hypothèses que vous avancez, c'est que l'intégration à son niveau le plus élevé, je vous cite, est caractérisée par un haut degré de capacité à communiquer avec des groupes de toute origine. Alors, cette communication, est-ce qu'elle existe ? Les groupes de toute origine, comme vous le dites, est-ce qu'ils se rencontrent assez souvent ? Dans la spécificité de la ville de Bruxelles, il faut quand même reconnaître que ce n'est pas toujours évident parce qu'on a des communautés qui sont très repliées en interne et qui ne permettent pas toujours le lien.
dans les recherches qui n'ont pas spécialement à voir avec le livre, mais des recherches doctorales qui ont suivi le livre, ce que je retrouve, c'est qu'on va retrouver peut-être pas une cohésion, mais ce contact avec les groupes, peut-être en dehors de Bruxelles, dans des endroits où il y a peut-être les villages ou les villes un peu moins grandes, on va dire, on a plus la possibilité d'entrer en contact. Mais c'est vrai que la définition ici, je l'ai prise parce que c'était un travail de communication interculturelle et que c'est vrai que du point de vue interculturel, on arrive vraiment à l'intégration quand on arrive correctement à discuter avec des personnes d'origine culturelle différente. Alors un mot, si vous le voulez bien, à propos des discriminations subies par la diaspora congolaise. On en parle moins, mais la négrophobie est un phénomène important minimisé par la société, à votre avis? Est-ce que ça existe au sein de la communauté congolaise? Oui. Est-ce que ce n'est pas assez reconnu? Je trouve effectivement que ça ne l'est pas assez. Après, il y a aussi le politiquement correct qui veut que, aujourd'hui, quand on se plaint de négrophobie, tout de suite, la première réaction, c'est « vous vous plaignez peut-être un peu trop ». Et ce qui est dommage parce que c'est réel. Dans le cadre de cette analyse-ci qui concernait les migrants de première génération, on voyait bien que la question « tu viens d'où ?» pose problème aux migrants congolais qui se disent quand même je suis ici, donc ce serait bien déjà de demander ce que je fais ici. Et sur l'étude qui concerne les deuxièmes générations aussi, ça pose problème. Alors du coup, j'imagine que le sentiment de citoyenneté, il doit être un petit peu mitigé. J'ose imaginer que le fait de se sentir citoyen, quand on conteste même le fait d'être discriminé, ça passe plutôt mal. Ce que j'ai pu observer chez les premières et chez les deuxièmes générations, c'est que la volonté de dire « je suis belge », elle est là. L'identification, elle est là. Le problème, c'est qu'effectivement, du point de vue de la société d'accueil, l'inclusion n'est pas toujours effective que pour pouvoir se sentir réellement membre de la société. Mais la volonté d'en faire partie, oui, très clairement, elle est là. Peut-être pour conclure, Priscilla Kossango, un mot de la fin à propos de votre large travail, on le rappelle, consacré donc quasi exclusivement à cette diaspora congolaise en Belgique. Eh bien, moi, ça m'a donné l'occasion, en tout cas, de voir que la question de la migration, spécialement congolaise, elle était particulièrement complexe, qu'il fallait la voir vraiment sous plusieurs angles, autant aborder, par exemple, la colonisation que la période Mobutu et d'autres. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a poussée à aller davantage dans la deuxième migration de génération congolaise, de migration congolaise en Belgique. Et j'espère vraiment que les gens qui liront le livre pourront s'intéresser davantage à cette question. Voilà, était avec nous Priscilla Kossango, qui était avec nous pour parler bien sûr de son ouvrage autour de l'intégration socioculturelle des migrants congolais à Bruxelles. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Arabelle. Merci à vous de m'avoir accueilli. Et c'est ainsi que l'on referme cette édition de la rédaction. Votre prochain rendez-vous de l'actualité, 13h30 en arabe avec Mohamed Monder Nimri. Excellente journée à tous. Ouh là là.